Je suis Zak Bagans, enquêteur en paranormal. Au cours des 13 dernières années, j'ai enquêté dans plus de 1000 lieux hantés. Je présente la série Ghost Adventures. Je suis un des plus grands spécialistes du monde en matière de fantômes et de démonologie. Et l'affaire qui va suivre m'a totalement foutu en l'air. C'était une histoire incroyable, un nouvel Amityville. J'ai sorti le grand jeu. J'avais des tonnes de ressources et de matériel. Une super équipe. J'étais sûr de percer le mystère. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Je suis tombé malade et j'ai dû m'aliter pendant 8 jours. Je n'étais plus moi-même. Certains de mes collaborateurs ont démissionné et il a fallu en renvoyer d'autres. Des témoins et des experts ont fini à l'hôpital. Et au cœur de tout ça, il y avait cette petite maison bizarre. J'ai mis 3 ans à terminer ce projet. J'avais tout ce qu'il me fallait. Mais en vérité, ce film est maudit. En 2014, j'ai fait un cauchemar. Je suis un esprit au milieu d'autres esprits et je leur montre que je peux déplacer un objet sur une table sans le toucher. Exactement ce que je demande aux esprits lors de mes enquêtes. Soudain, je me retrouve devant une porte et je ne peux plus contrôler mon corps. La porte s'ouvre sur un homme bouc de 3,50 m de haut. Il exhale un nuage de fumée noire que je suis obligé d'avaler. À mon réveil, j'ai mal aux poumons. Je sais que c'est très sérieux et que ça veut dire quelque chose. Une semaine plus tard, une histoire de possession démoniaque dans l'Indiana fait la une des médias. C'est un des cas de possession et d'exorcisme les mieux documentés de l'histoire récente. J'étais alors en tournage en Californie et plusieurs personnes m'appellent pour m'en parler. Le lendemain, j'achète la maison au téléphone sans même l'avoir vue. Voici Inside Edition avec Deborah Norville. La fameuse maison du portail vers l'enfer à Gary dans l'Indiana, où il se serait produit des choses très étranges, vient d'être vendue. Et regardez un peu qui emménage. Le nouveau propriétaire est Zak Bagans. Qu'est-ce qui vous a pris d'acheter cette maison? Une semaine plus tard, j'arrive avec une équipe de tournage. Au centre de cette affaire, il y a une certaine Latoya Emmons qui vivait là-bas avec ses enfants et sa mère. Depuis, ils ont déménagé et la maison est occupée par des squatteurs. Je négocie pour les convaincre de partir. Allô? Charles, c'est Zak. Vous m'avez appelé? Le petit ami ne devrait pas tarder. Je l'ai eu au téléphone il y a quelques minutes. Ok, merci Charles. J'ai des trucs à récupérer, je suis Eddie. Salut Eddie, son copain. Oui, bonsoir. Ça va? Oui, tout va bien. Tu veux parler à mes amis pendant que je suis là? Tes amis? Quels amis? Oh là là, mec. Je pourrais te raconter de ces trucs. J'entre pour la première fois dans la maison. Ah ouais, ça y est. J'y suis. Au même moment, je reçois un texto de Chris Fleming, un médium. Il vient d'apprendre que j'ai acheté la maison et m'envoie un avertissement que je n'oublierai jamais. Il me dit qu'il y a dans cette demeure un gardien de 3,50 m de haut, exactement comme dans mon rêve, et que j'ai intérêt à ne pas m'en approcher. J'aurais dû suivre son conseil, mais je ne l'ai pas fait. Je viens de récupérer les clés de la maison du démon.
J'ai la maison, mais je n'ai pas les Emmons, qui affirment avoir été possédés dans cette maison. Ils vivent maintenant à Indianapolis. Nous nous lançons à leur recherche. Ça y est, on touche au but. Après de multiples échanges téléphoniques avec Latoya et sa mère, elles ne savent pas si elles veulent me rencontrer et m'accorder une interview. Elles promettent toujours de me rappeler, mais elles ne l'ont pas fait. On a réussi à trouver leur adresse. Je vais essayer de leur parler. On est à Indianapolis. Latoya est passée aux infos il y a environ 1 an. Et on a retrouvé le sujet, qui n'a rien à voir avec son exorcisme. Il s'agissait d'un problème de moisissure dans sa résidence. Elle est interviewée devant sa porte et on peut voir l'adresse à droite. C'est comme ça qu'on est arrivé ici. Tout commence en 2011 quand les Emmons emménagent à Gary dans cette vieille maison. Très vite, ils entendent des bruits de pas dans l'escalier qui mène au sous-sol et voient des ombres passer dans le salon. Puis, leur véranda est envahie par les mouches alors qu'on est en plein hiver. À l'église catholique du coin, on leur dit que la maison est hantée par des esprits. Et plusieurs voyants affirment qu'elle abrite pas moins de 200 démons. Les 2 plus jeunes enfants commencent à se comporter de façon étrange. Ils ont des conversations macabres avec des gens qui ne sont pas là. Le médecin de famille évoque de simples hallucinations. Mais le 27 avril 2012, les choses se précipitent. Me voici maintenant à leur nouvelle adresse, à 240 km de là, dans l'espoir de leur parler. Il y a quelqu'un. Bonjour. On est bien chez Latoya et Rosa? Oui. Bonjour, je suis Matt. On s'est parlé au téléphone et voilà Zach. Bonjour. Ça va? Je vous connais. Je vous ai vu à la télé. Ça va? Oui. Je me demandais si Latoya ou Rosa accepteraient de nous parler. Je vais voir si elles sont d'accord. Ok. On va bien voir. Ils se foutent de nous. Je le savais. Elles ne veulent pas participer au documentaire. Non? Non. D'accord. D'après Kevin, le frère de Latoya, elles refusent de me rencontrer parce que j'ai passé du temps dans la maison. Elles ont peur que quelque chose se soit accroché à moi. En revanche, Kevin, lui, est prêt à me parler. Qu'avez-vous remarqué en premier? Ils m'ont dit de ne pas entrer dans la maison. Ça affectait surtout ma sœur et mes neveux, en particulier le petit dernier. Il a vraiment pris cher. Ça lui faisait du mal et tout ça. Plus tard, ils sont venus passer quelques jours avec moi et ça les a attaqués chez moi. J'ai tout entendu. J'étais dans ma chambre à l'étage et j'ai entendu. Ils étaient assis dans le salon et tout à coup, ils se sont mis à chantonner une sorte de petite mélopée bizarre. Ça a commencé avec le plus jeune. Quand il s'est arrêté, son frère aîné s'y est mis. Et ensuite, ça a été le tour de ma nièce. Eh, ça va? On était en train de monter dans la voiture quand tout à coup, un de mes neveux s'est jeté sur son frère. Ma nièce s'est jetée sur eux aussi et ils ont commencé à se battre. Arrêtez! Ça suffit! Mon neveu s'est tourné vers sa mère et lui a dit « Lâche-moi, pétasse !» Arrêtez! Ça suffit, je te dis! Lâche-moi, pétasse! Avec ta voiture de merde! Il lui avait déjà parlé comme ça? Non, jamais de la vie.
Je tenais le grand et elle tenait l'autre. Ils se sont regardés, le petit a dit « T'es prêt, mon frère ?»« Ouais, mon frère, je suis prêt. » Et tout à coup, je sais pas ce qui a pris à mon neveu, il a commencé à se jeter contre la banquette arrière, encore et encore. Je sais pas pourquoi ça a choisi ma famille, peut-être que... Vous croyez que c'était dans la maison? À mon avis, cette présence était là-bas avant qu'ils emménagent. Vous croyez que c'est dangereux pour moi? Moi, j'irai pas là-bas. Pas question. Après sa rencontre avec moi, Kevin est interdit de séjour chez sa sœur, parce que je suis allé dans la maison et que l'esprit s'est peut-être transféré sur lui. Je pars ensuite à la recherche du père Mike Maginot, le prêtre qui a exorcisé à plusieurs reprises la famille Emmons. Peut-être pourra-t-il m'en dire plus. Ils ont appelé les secours? Oui, on leur a envoyé une ambulance et les garçons ont été transportés aux urgences. Quand ils sont arrivés à l'hôpital, est-ce que le personnel des urgences a relevé quelque chose d'inhabituel? Oui, l'un des deux garçons était très violent. Vous pouvez raconter au lieutenant Grousca ce qui s'est passé à l'hôpital? Ma petite fille se tenait la tête dans les mains. Elle entendait des voix. Ça arrive à ma fille aussi, des voix qui leur disent des trucs bizarres. Ma petite fille disait « J'en peux plus, mamie, dis-leur d'arrêter. Je peux pas les regarder dans les yeux, je peux pas les regarder dans les yeux. » J'ai dit « Assieds-toi, ne les regarde pas. » Après, je me suis tournée vers mon petit-fils qui était sur le lit et qui faisait ça avec sa tête. Il roulait des yeux et il parlait d'une voix bizarre. Ça a trop duré. Je suis là pour tuer, je veux tuer maintenant. Il parlait comme ça. La suite se déroule sous les yeux du personnel médical et de l'assistante sociale en charge du dossier, Valérie Washington. J'ai là le rapport d'évaluation rédigé par Valérie Washington, l'assistante sociale qui suivait la famille. Il est daté du 23 avril 2012. Okay. Valérie Washington note, plus tard dans la soirée, il s'est mis à grogner. Il a foncé dans le ventre de la grand-mère, tête la première, et lui a donné plusieurs coups de bélier. J'ai dit, c'est pas Andrew, la Toya. Il tournait sur lui-même dans son fauteuil, avec un sourire mauvais aux lèvres. Je me suis approchée de lui et je lui ai dit, tu n'es pas mon petit-fils, tu es un démon. Il s'est retourné et il a commencé à marcher à reculons sur le mur. Aidez-nous, s'il vous plaît, Seigneur Jésus! Faites-le descendre! Faites-le descendre! Il est monté sur le mur à toute allure. Il était là, tourné vers moi. Il a marché sur le mur à reculons et il est redescendu de l'autre côté. Qu'est-ce que vous avez fait? Je suis partie. Oui, je l'ai vu. Vous vous êtes enfui? En courant. Je vous ai vu. Ça, c'est l'assistante sociale qui raconte à la police qu'elle a effectivement vu ce garçon marcher à reculons sur le mur. Qui d'autre était dans la pièce? Le psychologue. Le psychologue était là aussi? Oui, il venait de l'examiner. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il est parti aussi. C'est la première fois que vous revenez? Je ne suis pas revenue depuis le lendemain du jour où on l'a hospitalisé. Ces images ont été filmées par la police lors d'une visite de contrôle une semaine après l'épisode de l'hôpital. C'était la première fois que les Emmons revenaient à leur domicile. Tout est à peu près dans l'état où vous l'avez laissé? Oui. Ok. Et ça, c'est la chambre de qui? La mienne. C'est la vôtre? Elle est bien. J'ai choisi celle-là. L'un des policiers présents ce jour-là était le capitaine Charles Austin. Il était déjà venu un mois plus tôt suite à un appel des services de l'aide sociale à l'enfance. Pourquoi étiez-vous venu ici en mars 2012? Je suis le responsable du poste de police. Un des sergents m'a expliqué qu'il avait été appelé à cette adresse pour aider l'aide sociale à l'enfance à emmener 2 ou 3 enfants qui n'étaient plus scolarisés. En entrant, il a découvert plusieurs crucifix, des bougies à moitié brûlées et des bibles. Il a été envahi par un sentiment bizarre.
Je suis policier depuis 37 ans et c'était la première fois que je voyais ça. On est resté environ 45 minutes. Je n'en croyais pas mes oreilles. À quel moment ces phénomènes se manifestent-ils? Le soir? N'importe quand. Je me disais, d'accord, c'est bien réel. Les policiers descendent ensuite au sous-sol. 19, 20, 21, 22 et 23. Il y avait une table avec un crucifix, une Bible et un cierge qui avait été allumé. On a dû passer environ un quart d'heure en bas. Lui, il filmait et moi, je prenais des photos avec mon téléphone. J'ai fini par dire, allez, on s'en va, j'en ai vu assez. Mais au moment où j'allais commencer à remonter, j'ai pensé, c'est bizarre. Je ne suis pas entrepreneur, mais pourquoi est-ce qu'ils ont cimenté le sol partout et laissé de la terre sous l'escalier? Ça n'a aucun sens. J'ai regardé de plus près et j'ai vu une barquette en aluminium avec une bougie dedans. Ça n'avait vraiment aucun sens. Ce que le capitaine Austin prend pour un détail étrange dissimule peut-être quelque chose de beaucoup plus grave. Se pourrait-il qu'il ait découvert les vestiges d'un rituel destiné à invoquer une force terrifiante ? Et là, il est arrivé des choses. Comment ça, des choses? Quel genre de choses? Au sous-sol, il y a 2 portes. Celle de gauche donne sur l'autre pièce. Et à chaque fois qu'on est descendu, la porte était dans une position différente alors qu'on n'était pas allé dans cette pièce. Je me suis enregistré alors que je visitais la maison en prenant des notes et en faisant des commentaires. Sur cet enregistrement, on a découvert une voix insolite non identifiée. Il brûle des bougies partout ici. Je suis étonné que les pompiers soient pas intervenus. Moi, j'entends « Hey !» Je suis étonné. Vous l'aviez entendu, ça? Le jour où c'est arrivé, je n'ai rien entendu. J'ai découvert la voix sur l'enregistrement. En sortant de là, j'ai pris ma voiture de patrouille et j'ai fait environ 2 kilomètres. Et vous vous êtes arrêté? Oui, dans le parking d'une station-service. Et tout à coup, la station de radio que j'écoutais a changé et le son s'est mis à grésiller. Une voix a dit « Qui est là ?» Le précédent propriétaire de la maison m'a expliqué que d'autres policiers y avaient été témoins de phénomènes qui les avaient poussés à démissionner et à quitter la région. Vu ce qu'on m'a raconté, et ce que j'ai moi-même constaté, j'en suis arrivé à la conclusion que cette chose s'attaque aux femmes et aux enfants physiquement, alors qu'elle affecte les hommes électroniquement. On est donc retourné dans cette maison. Qui est ça? Moi, d'autres policiers et l'aide sociale à l'enfance. C'était la même assistante qu'avant? Non, elle n'a pas voulu revenir. Pourquoi? Elle était terrifiée. Il y avait quelque chose qui se trouvait sous cet escalier et qui mettait toute la maison sans dessus-dessous. À la lumière de ces informations, le révérend Maginot obtient l'autorisation de pratiquer un exorcisme mineur sur la mère, Latoya Emmons. En gros, on essaie d'exaspérer le démon ou de l'affaiblir. Mais s'il ne bouge pas, si ça ne l'affecte pas vraiment, ça peut mettre la personne en danger. Voici la croix du Seigneur. Fuyez, hordes ennemies. Puissiez-vous être extirpés et chassés de l'Église de Dieu et des âmes rachetées par le précieux sang de l'agneau divin. J'ai remarqué son aversion pour les objets consacrés. J'ai posé le crucifix sur sa tête et elle a été saisie de convulsions qui se sont arrêtées dès que je l'ai retiré. Et ça a été pareil la 2e et la 3e fois.
Le père Maginot s'est assis sur le canapé avec une Bible, de l'eau bénite et du sel. Il lisait la Bible avec beaucoup d'intensité. Laissant le révérend Maginot s'occuper de la Toya, les 3 policiers présents ce soir-là descendent au sous-sol pour creuser sous l'escalier. Au bout d'un moment, il avait creusé jusqu'à 1,20 m. Votre collègue? Oui. Il a découvert un faux ongle. Il était de couleur rose, je crois. Un ongle? Oui, un faux ongle. Et il a trouvé une culotte. Une culotte? Oui, une culotte. Une culotte de femme. Ce jour-là, il déterre également un peigne, 2 chaussettes d'enfant, des haltères et une boîte en métal rouge. Qui a bien pu enterrer ces objets sous l'escalier? Et pourquoi? Pensez-vous que cette maison était hantée avant l'arrivée de la Toya et sa famille? Si ces objets appartenaient à la famille précédente, ce pourrait être ce qu'on appelle de la nécromancie, c'est-à-dire une tentative pour communiquer avec les morts. Sans être des experts, on s'est dit que c'était un portail vers l'enfer. À l'étage du dessus, il se passe des choses étranges dans une des chambres. On est arrivé dans la chambre du milieu, au rez-de-chaussée, et il y avait de l'huile qui dégoulinait des stores. Ça ne venait pas d'en haut, comme on aurait pu s'y attendre. C'était à mi-hauteur. Il y a un liquide qui est apparu sur un store dans la maison. On ne savait pas d'où il sortait. On a d'abord pris des photos du store, puis je l'ai essuyé et on est sorti en fermant soigneusement la porte. Je me disais que la grand-mère était peut-être venue mettre de l'huile. Alors, pour m'assurer qu'elle ne puisse pas recommencer, j'ai coincé un coton-tige en bas de la porte. On est revenu 40 minutes plus tard, après la bénédiction du père Maginot. Le coton-tige n'avait pas bougé. Quand on est entré, les stores dégoulinaient à nouveau d'huile. Le lieutenant Grouska a examiné l'extérieur de la fenêtre et le plafond avec sa lampe torche, mais on n'a jamais réussi à identifier la source. Plus tard, la 2e assistante sociale est à son tour victime de l'énergie malveillante dans cette demeure. L'assistante a ouvert la porte. Je me souviens qu'elle a utilisé sa main gauche et elle a touché ce qui dégoulinait. Le liquide? Le liquide. Que vous aviez vu? Oui, c'est ça. Et au moment où elle l'a touché, sa main a changé d'aspect, comme si tout le sang s'en était retiré. Elle est devenue blanche? Oui, complètement blanche. Elle a dû partir. Sa main lui faisait mal et elle était toute blanche. Au départ, comme je vous le disais, j'étais convaincu que c'était un canular. Mais plus l'enquête avançait, et plus je me disais qu'il y avait une part de vérité. Trop de personnes vraiment sincères ont vu des choses, y compris moi, pour qu'on balaye ça du revers de la main. J'étais en train de parler avec l'assistante sociale. Sa main commençait à reprendre une couleur normale. Ok. Le père Maginot est sorti sur le perron devant la maison. Il est resté là sans bouger. Je lui ai dit, « Ça ne va pas, mon père ?» Il était de la même couleur que la main de l'assistante sociale, blanc comme un linge. Je lui ai dit, « Ça ne va pas ?» Et il a répondu, « Les stores dégoulinent. » Avec tant de gens pris dans ce piège démoniaque, le père Maginot se sent obligé de venir en aide à la famille Emmons. Muni de toutes les preuves, il demande l'autorisation à l'évêque Dale J. Melzek de soumettre la Toya Emmons à un exorcisme solennel. Sa requête est aussitôt acceptée. Je te conjure, antique serpent, par le juge des vivants et des morts, par ton Créateur, par celui qui a la puissance de te rejeter en enfer. La Toya dira plus tard que c'est à ce moment-là qu'elle a senti l'esprit la quitter. Les histoires qui circulent autour de cette maison sont fascinantes. Mais au moment de commencer ma propre enquête, il y a une question qui me taraude. Et si tout ça n'était qu'un canular? Zach, ton contrat n'était pas exécutoire.
Ce que je suis en train de te dire, c'est que le père Mike soutient qu'il ne t'a accordé que les droits documentaires, déjà. Début 2014, je reçois un appel du producteur d'un très gros film d'horreur sorti quelques années auparavant. Il me menace parce qu'il veut les droits cinématographiques de l'affaire Emmons. La loi sur le respect de la vie privée m'oblige à préserver son anonymat. N'essaie pas de me faire peur. C'est pas la peine de m'appeler pour me menacer et me dire que Monsieur Trucmuche est un ténor du barreau et que j'ai intérêt à l'écouter. Parce que tu vois, je suis moi-même en train de m'enregistrer écoutant ce qui ressemble fort à des menaces. Je voulais pas en arriver là. Hollywood veut racheter les droits, ce qui pourrait rapporter gros aux principaux intéressés, la famille Emmons et le père Maginot. Et voilà que les Emmons, ceux par qui tout a commencé, refusent de me parler. Apparemment, il y aurait un projet de film. Elles ne veulent pas participer au documentaire. Non? Non. Ok. Elles ont déjà signé avec un autre producteur? C'est ça? Ouais. Charles Reed, à qui j'ai racheté la maison alors qu'il en était propriétaire depuis une dizaine d'années, a affirmé aux journaux locaux qu'il était sceptique. Je croyais avoir tout entendu, mais ça c'est nouveau. Mon cerveau a du mal à accepter ça. Quant à la femme qui squattait la maison quand je l'ai achetée, elle dit n'avoir jamais rien remarqué d'anormal. L'argent, ça rend bavard. Vous croyez que c'est ça? Oui, franchement oui. Ah bon? Les journalistes faisaient le siège de ma maison. Mais je refuse de raconter quelque chose que je n'ai pas vu. Parce que ce serait un mensonge. J'ai passé 2 ans là-bas. Et c'est vrai que ça craque un peu. Mais c'est parce que c'est une vieille baraque. Je ne sais pas si tout ça est vrai ou pas, mais j'aimerais en avoir le cœur net. Mon but n'est pas d'inventer ni de faire du sensationnalisme. Si ces gens mentent, je le découvrirai. Eh bien moi, je n'ai rien vu. Vous n'avez pas vu de fantôme? Pourtant, dès que j'ai donné à Eddie, son petit copain, de l'argent pour qu'il parte, il s'est mis à me raconter des trucs bizarres. Tu veux parler à mes amis pendant que je suis là? Tes amis? Quels amis? Oh là là, mec, je pourrais te raconter de ces trucs. Quand les gars d'Inside Edition sont venus ici, ils étaient à fond. Si seulement j'avais pu négocier. J'y étais presque. Ce que tu me proposes là, c'est de la gnognotte. Il y a Deborah Norville qui est venue. Une autre nana, le producteur. Le producteur, il était carrément... Je te jure, Zach, quand l'histoire est sortie, t'aurais dû voir ça. Toi, t'arrives après la bataille. Je leur ai raconté, mais... Comme j'étais pas le locataire officiel, ça m'est passé sous le nez. J'étais coincé. Mais toi, tu as vu des choses? Tu as vu des fantômes? Si tu veux le savoir, il faut d'abord qu'on s'assoie et qu'on négocie. Il y a un vrai marché pour ça. J'ai vu ce que les gens étaient prêts à... Mais d'après ta copine, il n'y a rien du tout ici. C'est ce qu'elle dit. Les gens d'Inside Edition demandent à me rencontrer. Mais je vais plutôt voir l'ancien propriétaire de la maison qui m'apprend que certains proches des Emmons remettent également en cause leurs affirmations. Regardez, Charles m'a retrouvé un article qui est daté du 5 février 2014. On peut y lire « La grand-mère des enfants possédés affirme que rien de tout ça n'a eu lieu. » C'est peut-être l'autre grand-mère? Je ne sais pas. La mère de Latoya Emmons vivait avec eux. C'est elle qui a été témoin de tous ces trucs et qui a donné toutes ces interviews en disant qu'elle avait vu les gamins léviter et plein d'autres choses. Oui. Là, c'est la belle-mère de Latoya Emmons. Ce n'est pas la même. Mes enfants, les frères et sœurs de Latoya, sont scandalisés, dit la belle-mère. Ils connaissent la vérité et ils refusent de voir leur nom traîner dans la boue. Ma famille espérait que ça se tasserait, mais ce n'est pas le cas. Eh ben... Oui. Sur Internet, je découvre aussi une photo de la maison avec une silhouette fantomatique à la fenêtre. Mais c'est presque certainement un montage réalisé avec un smartphone. Pour couronner le tout, le diagnostic technique révèle la présence de moisissures et d'éléments susceptibles d'avoir un impact psychologique sur les occupants. Et qu'avez-vous trouvé? Amiante, moisissure, la totale? À peu près. Mais tout ne circule pas dans l'air.
Les moisissures, il y en a qu'au grenier. Il y a sans doute du monoxyde de carbone qui s'échappe de la chaudière et de l'évacuation du chauffe-eau et qui monte dans le conduit jusqu'aux différents étages. Il peut y avoir des fuites. Ça peut faire tourner la tête ou rendre euphorique? Oui, bien sûr. Il ne faut pas négliger le fait que tous ces éléments qui affectent le corps et l'esprit peuvent inciter les gens à confondre les effets secondaires avec des phénomènes d'origine paranormale, comme une sensation ou une énergie surnaturelle. C'est un aspect à prendre en considération. Je commence à penser que toute cette affaire relève de l'hystérie collective et qu'il existe une explication rationnelle qui a été escamotée pour des histoires de fric. Jusqu'à ce que ma propre enquête parte tout à coup en vrille. Un jour, on est en train de tourner dans la maison et une femme arrête sa voiture pour me dire qu'elle vivait ici dans les années 90. Tu m'entends, Jay? Check, tu m'entends? Désolé. Vous avez vécu ici? Ouais. Vous êtes resté longtemps? 4 ou 5 ans. D'accord. Ma mère s'est installée et je l'ai rejointe. Vous avez entendu parler de ce qui se passe ici? Oui. Vous êtes tous au courant? Votre mère vous en a parlé? Je sais qu'il y a eu un exorcisme. Ouais, il s'est passé plein de choses. S'il y a vraiment des démons ici, je veux juste vérifier que vous êtes d'accord pour les laisser entrer. Dans l'autre famille aussi, il y avait 3 enfants. Ah bon? Oui, mais c'était 2 garçons et une fille. Hein? Vous autorisez vos enfants à entrer? Ouais, mais faites attention. Je suis pas venue ici depuis des années. Maman louait la maison au propriétaire. Vous êtes prêts? Je suis prête. Je me souviens de cette pièce, avec toutes ces portes. Ah ouais? Je me souviens bien de tout ça. C'est ma chambre. Ouais. C'est ma chambre, je m'en souviens. Vous dormiez là? Ouais. Mon lit était juste là. Quel âge aviez-vous? J'étais adolescente. Adolescente? Ouais. Ça vous fait quoi de revenir ici? Ça fait un choc. Ah ouais? Ouais. Mika, vous vous souvenez s'il vous est arrivé des choses étranges ici? À vous, à votre famille ou à vos amis? Il nous arrivait parfois de laisser mon amie Kanisha ici. Et quand on revenait, elle nous disait qu'elle avait entendu des bruits. Quel genre de bruit? Des bruits de pas. Elle entendait des bruits de pas? Ça, c'est le sous-sol. J'y allais jamais. Vous n'aimiez pas y aller? Non. Vous voulez y aller? Ouais, mais après vous. Ça va? Vous voulez de l'aide? Pourquoi vous ne veniez jamais ici? Ça vous faisait peur? Je ne sais pas, je n'y venais jamais. C'est la première fois que je descends ici. Je n'étais jamais descendue. Oh, Danny, tu m'as donné un coup de pied. Pas du tout. Mais si, fais attention. Merde. Ah, excusez-moi. Non, allez-y. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Quand on repasse la vidéo en augmentant la luminosité, on voit sa jambe se tordre. Mais personne ne la touche. Je n'étais jamais descendue. Oh, Danny, tu m'as donné un coup de pied. Pas du tout. Mais si, fais attention. Ça ne vous plaît pas ici? J'ai jamais aimé le sous-sol. Pourquoi ça? C'est comme ça. Ah ouais? Mon frère vivait au sous-sol. Ça va, votre mère? Je sais pas. Je crois qu'elle a peur. Elle veut partir. Ah bon? Elle a flippé. Je voudrais faire le truc où on éteint les lumières. L'image devient verte et on voit et on entend tout. La caméra infrarouge? Oui. C'est plus effrayant qu'à la télé. Ils peuvent entrer en toi et faire des trucs bizarres. Parfois, ça te rend malade et c'est pas drôle. Ça m'est arrivé, tu sais. Qui vous a aidé à faire sortir ce truc? Un prêtre. C'est là que vous avez commencé à chasser les fantômes? Eh ben, plus ou moins, ouais. C'est ce qui m'a amené ici.
Les démons sont encore dans la maison ou ils sont partis? Je sais pas, je suis là pour le découvrir. Est-ce que le fantôme va venir chez nous si elle a vécu ici? Ça t'inquiète? Oui. Ah bon? Oui. Vraiment inquiet? Oui. Ça me fait peur. Le micro de Mika vient d'enregistrer un étrange phénomène de voix électronique. Ça ressemble à « Cours Latoya ». Latoya, c'est bien sûr le prénom de la mère des enfants Emmons. Ça m'a fait bizarre quand son fils m'a demandé d'un air très sérieux si le fantôme allait le suivre chez lui. Il a un problème, ce garçon. Il fait froid, avec ses démons. Après le départ de Mika et ses enfants, nous installons un petit hôtel dans le salon. Quelques instants plus tard, je suis pris d'une pulsion inexplicable. Ces images ont été filmées par la caméra de surveillance. Billy? Ouais? C'était quoi ce bordel? Tu as attaqué Jay. Tu lui as dit de foutre le camp. Tu as dit « Dehors, dehors !» et tu l'as poussé. Tu m'as jeté contre le mur. Donne-moi tes clés, sors. J'ai pas envie. Je sais, mais t'en as besoin. D'accord. Attends un peu. Nous partons faire un tour d'1 heure en voiture. Soudain, je reçois un coup de fil du voisin. Il y a quelqu'un sur mon perron qui essaie de s'introduire dans la maison. Ils vont chez moi? Oui, suis-les. On est à côté de ma maison et on vient de voir 3 voitures de police tourner au coin de ma rue. Gare-toi là-bas. Vas-y. Attends. Ralentis, Matt. Calmos. Les agents refusent de s'approcher de la maison. Vous croyez que c'est hanté? D'après moi, oui. Vous croyez qu'il y a vraiment des gens qui marchent sur les murs? J'ai vu la vidéo du capitaine Miller. Vous avez vu une vidéo? Ouais. T'as jamais lu le rapport? Non. Ils en parlent dans le rapport. Non, je veux pas lire ça, sûrement pas. Il y a un rapport de police de 5 pages sur cette maison. J'ai pigé. Si vous avez 5 minutes, je peux vous faire entrer. Non, c'est bon. Je veux pas aller là-bas. Je veux pas que ce truc me suive chez moi. Le capitaine dit que ce truc peut vous suivre. Ouais. Je lui parlerai pas de ça. Le simple fait de rester trop près de cet endroit me met mal à l'aise, mon vieux. Oui, mais ici, c'est différent. Vous êtes pas en train de me baratiner, là? Vous me dites la vérité? Ouais. Non, c'est trop bizarre tout ça, il faut démolir cette baraque. Non, non, je suis sérieux. On veut d'abord des réponses. Non, non. On veut des réponses. Si on démolit la baraque, qui sait ce qu'on va libérer? Qui sait ce qu'elle retient? Le lendemain, je parle à Valérie Washington, la première assistante sociale qui a abandonné le dossier et quitté la région. Vous êtes dans la vidéo tournée par le capitaine Brian Miller. Oui, je vais devoir vous laisser. Ok. J'ai un autre dossier. D'accord. Est-ce que vous continuez à penser que ce dont vous avez été témoin ce jour-là dépassait les capacités d'un petit garçon de 9 ans? J'en suis absolument convaincue. Parfois, il suffit que j'y repense pour me replonger dans des choses que je préfère oublier.
Il m'a fallu un moment pour tourner la page. Il a marché sur le mur à reculons, sous mes yeux, et 5 minutes plus tard, il n'en avait plus aucun souvenir. Quand on l'a interrogé, ce qui s'est passé, le gosse ne se souvenait de rien. Il ne savait pas de quoi on parlait. Il ne comprenait même pas la question. Le psychiatre et moi-même avons été témoins de cette scène avec la famille. Mais on n'avait pas de mots pour l'expliquer. On n'y comprenait rien non plus. Le gosse était persuadé qu'il n'avait rien fait du tout. Vous croyez que cette famille était possédée par des démons? Je crois que ce qui se passait là-bas ne faisait pas partie du royaume des vivants. Il se passait quelque chose dans cette maison. Quelque chose que je ne peux pas expliquer. Ce que vous avez vu a-t-il entraîné chez vous un traumatisme psychologique? Oui. C'est pour ça que vous avez quitté l'Indiana? Entre autres raisons, oui. Il m'était devenu beaucoup plus difficile d'accomplir mes tâches quotidiennes. Je travaillais sur les décès de mineurs, j'étais chargée d'enquêter quand un enfant mourait. J'ai vu des enfants brûlés, des enfants battus. Mais après ça, c'est devenu... Ça m'a traumatisée. Par la suite, j'ai vu un psychiatre qui m'a confirmé que toute cette expérience avait été très traumatisante et que j'avais besoin d'être suivie. J'ai moi-même constaté que toutes les personnes qui font des visites répétées dans cette maison finissent par en ressentir les effets. Il leur arrive des choses. Je n'aime pas en parler, parce que je pense que si on la nourrit par sa peur, cette chose vous tourmente. La veille du jour où il devait exorciser la Toya Emmons pour la 2e fois, alors qu'il était à vélo, le père Mike Maginot s'est senti attaqué. Je me promenais dans le quartier et j'avais l'impression que les gens me regardaient bizarrement, comme s'ils se demandaient « c'est quoi sur ce vélo ?» Ça a continué comme ça jusqu'au bout de la rue et tout à coup, je me suis retrouvé par terre dans le fossé. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai regardé la selle de mon vélo et elle était tordue à 45 degrés. Je savais que le démon cherchait un moyen de m'empêcher de pratiquer l'exorcisme. Et je ne doutais pas qu'il ait assez de force pour le faire. C'était vraiment effrayant. Parce que je ne savais pas jusqu'où il irait. Ça m'a surpris, mais je ne me suis pas laissé décourager. Ok. Le capitaine Austin est lui aussi atteint. 2 jours après notre interview dans la maison, il atterrit aux urgences. Je sortais d'un restaurant, j'étais en uniforme. J'avais mon repas à emporter dans la main droite et je me dirigeais vers ma voiture de patrouille. En descendant du trottoir, j'ai glissé sur le verglas et mes 2 pieds sont partis à 1 mètre en l'air. J'ai fait une culbute et je suis retombé sur la tête. Je suis resté inconscient pendant 1 mois. Pardon, 1 minute. Ma tête saignait, les clients sont sortis du restaurant en criant. Ils ont appelé une ambulance et on m'a transporté à l'hôpital méthodiste de North Lake. Plus tard, il s'est aussi fait tirer dessus par un cambrioleur, mais il en a réchappé. En rentrant à l'hôtel, je reçois un appel paniqué de Mika. Il est arrivé quelque chose. J'étais sortie avec mon autre fille, c'est ma mère qui l'a trouvée. Elle n'arrivait pas à me joindre. Ça vient d'arriver à l'instant? J'attends l'arrivée de la police. Vous pourrez me rappeler quand la police sera partie? Ouais. Le 20 février 2014, 2 jours après être venue dans ma maison, la fille de Mika tente de se suicider. Elle prend des médicaments et s'entaille les poignets.
Aussitôt après ça, l'un des membres de mon équipe démissionne. Père Maginot. Bonsoir, Zach. Comment allez-vous? Ça va. Je vous présente Mika. Bonsoir, Mika. Le père Mike. Bonsoir. 3 semaines ont passé depuis que Mika m'a appelé au sujet d'Erika. Et ça, c'est Erika. Enchanté, Erika. Je suis le père Mike. Ça vous ennuie pas si je lui parle un petit instant? Ok. J'en ai pour 5 minutes. Ok. Ok. Tu viens, Erika? Je vais chercher la caméra. Tu te souviens être allé dans cette maison avec ta mère et moi il y a environ 1 mois? Tu te souviens qu'on est allé dans la maison ensemble? 3 semaines. C'est le temps qui s'est écoulé depuis qu'Erika est venue me voir dans la maison. Les démons sont encore dans la maison ou ils sont partis? Tu te souviens de ce qui s'est passé avec ta mère quelques jours plus tard? En partie. C'est un peu flou. D'accord. Est-ce que tu te souviens pourquoi tu étais en colère ce jour-là? Pas à ce point, non. Non? Non. D'accord. Tu étais toi-même ou est-ce que c'était comme si tu étais devenu quelqu'un d'autre? Pas quand j'ai menacé ma mère. Ça t'était déjà arrivé? Non. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que j'allais la tuer dans son sommeil. Dans son sommeil? Tu te souviens que tu t'es fait du mal ce jour-là? Tu t'es entaillé? Non, non. Elle avait des trous dans les poignets. Ses yeux étaient rouges. D'où venaient les trous dans ses poignets? Ses 2 poignets étaient ouverts. Elle les avait tailladés. Avec un stylo. Et ma sœur... Des 2 côtés? Oui. Comme Jésus après la crucifixion? Oui. C'était effrayant. J'avais jamais vu ça. Ce n'était pas Erika. Ah bon? Non. L'influence assiège parfois une jeune fille ou une jeune femme. Quand la vie lui semble vide, l'influence lui murmure qu'elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même, qu'elle ne vaut rien et qu'elle devrait se suicider. Chère sœur, n'en crois rien. Satan a toujours été un menteur. Erika et vous allez vous asseoir ici. Je t'exorcise, créature de l'eau, au nom de Dieu le Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. Ma fille me hurlait. Je te déteste, je te déteste. C'est un comportement qui lui ressemble? Non, c'était bizarre. Vous ne l'aviez jamais vue dans cet état? Non, c'était bizarre. On essayait de la calmer, mais elle était hystérique. Regarde avec miséricorde ta servante Erika, que cherche à atteindre les ruses de l'esprit impur, soumise aux assauts de l'antique adversaire, l'ennemi juré de notre espèce. Il s'est passé aussi un truc étrange à l'hôpital. Et je vous jure que je n'invente rien, sur la tête de tous ceux qui me sont chers. Erika était couchée dans le lit, et quand elle s'est levée, il y avait un 6 gravé dans son dos. Ma fille était... Quoi? Un 6, le chiffre 6. Gravé dans le dos de qui? Dans le dos d'Erika. Maman, Erika a un 6 dans le dos. Tu te souviens avoir vu ce 6 gravé dans son dos? Elle était super calme, c'était bizarre. Pourquoi c'était bizarre? Elle était pas comme d'habitude. On aurait dit quelqu'un d'autre. Tu sais comment elle s'est retrouvée avec ce 6? Non. C'était le chiffre 6.
prions Dieu, créateur et défenseur du genre humain, qui a formé l'homme à son image. Regarde avec miséricorde ta servante Erika, que cherche à atteindre les ruses de l'esprit impur. Apparemment, ça s'est passé à ce moment-là. Quoi donc? C'est le moment où il l'a... Quitté? Quitté, oui. Le moment où elle a fait... Je ne sais pas si c'est ça. Elle ne s'en souvient pas. Après avoir appris par la presse la tentative de suicide d'Erika, mon ami Debbie Constantino, qui a participé plusieurs fois à mon émission avec son mari Marc, entreprend d'entrer en contact avec le démon à distance. Que fait Zach Bagans en ce moment? Qu'y a-t-il dans sa maison dans l'Indiana? Comment est-ce arrivé là? Et pourquoi ne tourmentez-vous que cette famille-là? Elle m'appelle ensuite pour me dire qu'elle pense avoir établi un contact avec le démon qui hante la maison. La voix qu'elle a enregistrée est très grave et difficile à comprendre. Est-ce que vous avez autre chose à me communiquer? On dirait presque qu'elle dit quelque chose ne va pas. Mais quelques semaines après cet enregistrement, Marc Constantino assassine Debbie et son colocataire avant de se donner la mort. Je suis bouleversé. Je ne peux pas l'accepter. J'ai l'impression d'avoir perdu un membre de ma famille. Je suis convaincu que certains environnements favorisent l'activité démoniaque. Notamment la pauvreté, la délinquance et la criminalité. La ville de Gary remplit, hélas, tous les critères, avec plus d'un tiers de la population qui vit sous le seuil de pauvreté et un des taux d'homicide les plus élevés du pays. Vous avez déjà entendu des coups de feu dans le quartier ou près de chez vous? Oui. On vit là-bas. Vous savez où est la maison où il y a eu la fusillade? Oui, juste là. La maison verte. Il y a beaucoup de gens âgés qui se font agresser et beaucoup de cambriolages. On a besoin de faire baisser le chômage et de rouvrir les écoles à Gary. Ça me fait mal au cœur. D'après l'ancien voisin des Emmons, 5 personnes ont trouvé la mort alors que la famille occupait la maison, dont un petit garçon décédé dans la chambre du fond, au sous-sol. C'est la chambre où vivait le frère de Mika, celui qui a été tué par balle. Si ça se trouve, c'est un proche des Emmons qui a maudit la maison et provoqué les phénomènes qui s'y produisent. Le voisin me dit que l'ex-petit ami de Latoya Emmons était violent. Serait-ce lui qui a mis cet hôtel sous l'escalier dans l'espoir de lui jeter un sort? Je décide d'aller lui poser la question. C'est encore loin? 4,3 km. Oh bon sang, j'ai les nerfs en plot. On a un informateur qui le surveille et qui nous a appelés pour dire qu'il était là. Et là, je suis super tendu. Mais je suis content. On va voir ce que ça donne. Je veux lui parler pour lui demander si c'est lui qui a jeté un sort à cette famille. Et même s'il refuse de me répondre, ça me permettra de me faire une idée de sa personnalité et de l'énergie qu'il dégage. Je verrai s'il est du genre à verser dans l'occulte. C'est lui? Oui. Ouais, c'est lui. Oui. Tout va bien. Ce monsieur voudrait juste vous parler. Bonjour, je m'appelle Zach. Je suis en train de faire un documentaire. Quand je lui ai expliqué de quoi il s'agissait, il a baissé la tête. Il m'a dit qu'il ne voulait pas en entendre parler. Ça me regarde pas. J'ai rien à voir avec tout ça. Il répète qu'il ne veut pas être mêlé à cette histoire. Merci quand même. Manifestement, c'est une impasse.
Je fais ensuite appel à Barry Taff. Ce docteur en psychophysiologie, avec une spécialisation en génie biomédical, a participé à plus de 4500 enquêtes, dont la célèbre affaire de 1974 qui a inspiré le film L'Emprise. Je veux savoir si un niveau élevé d'énergie électromagnétique d'origine humaine ou d'énergie géomagnétique d'origine terrestre pourrait créer l'illusion d'événements paranormaux dans la maison. Ça, c'est un compteur de fréquences. Quand je l'ai allumé, j'ai relevé des champs de 60 Hz à travers la maison. C'était un peu élevé, mais rien d'exceptionnel. Et puis, j'ai pris ça. Barry, qu'est-ce qu'on mesure avec le géomagnétomètre? Les variations géomagnétiques? On mesure le champ magnétique de la Terre. Ok. Donc, ce qui nous intéresse, ce n'est pas tant la maison... C'est ça. ...que ce qu'il y a dessous, dans le sol. Voilà ce qui remonte. D'accord. L'exposition à un champ magnétique élevé peut provoquer des hallucinations que le cerveau prend pour des manifestations paranormales. Tout est normal. On est dans les 500, c'est ce que j'avais prévu. Si on dépasse 600 ou 700, ça commence à poser problème. Ça veut dire que quelque chose crée un champ magnétique basse fréquence, et on se demande ce que c'est. Qu'est-ce que ça donne? C'est normal. Tout est normal ici. J'avais en main mon appareil pour mesurer les hertz. Et alors que je me tenais à environ 1 mètre du mur avec l'appareil au niveau de la taille, j'ai vu apparaître une fréquence d'1 hertz. Regardez. Je vois. Pourquoi ça oscille? Pourquoi ça fait ça? Je ne sais pas. Regardez. On a testé les murs. Ça ne vient pas des murs. Regardez. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça oscille comme ça. C'est bizarre. Ça s'est arrêté? C'est transitoire. Le plus étonnant, c'est l'aspect transitoire du phénomène. Ce n'est pas dans le mur, ni dans le sol, ni au-dessus. C'est à environ 1 mètre du mur, au niveau de ma taille. Et ça... Ça oscille. Oscille. Je sens... Une seconde. Qu'est-ce qui se passe? Tout à coup, j'ai senti une douleur dans les tempes. Un afflux d'énergie. J'ai dû quitter la pièce. Une fois dehors, j'ai été assailli par des émotions. J'avais les larmes aux yeux et puis je suis devenu agressif. J'ai les yeux qui me brûlent sans raison. Ce que j'ignore, c'est qu'il s'agit d'un signe avant-coureur. À chaque fois, ça me frappe d'un coup. Tapez encore dans votre main. Quand vous faites ça, on a un pic sur l'appareil. À chaque fois, ça me frappe d'un coup. Qu'est-ce que ça veut dire? D'une façon ou d'une autre, votre corps interfère avec le champ électromagnétique de la pièce. Le corps est un condensateur. Il accumule l'énergie présente et la décharge. J'ai des interférences de dingue ici. Voyons si ça vient de lui. Je recommence. Je me sens super nerveux. Regardez, regardez, regardez. C'est magnétique. Ça faisait pas ça avant. Non. Ça indique 20 milligauss. C'est un peu élevé. Pourquoi votre corps émettrait-il? N'oubliez pas que le champ magnétique humain est très faible. Il faut un capteur supraconducteur. Et moi, j'émettais quoi? 20 milligauss? 8 à 12 millions de fois plus que la normale. Quoi? 8 à 12 millions de fois plus. Vous dites 8 à 12 millions. Le champ magnétique généré par un corps humain se mesure normalement en millionième de Gauss. 1 Hertz, regardez. Oui, 1 Hertz. Regardez. Vous voyez? Intéressant.
Éloignez-vous un peu que je vois si ça change quelque chose. Ça s'est arrêté quand il a bougé. Tout à coup, j'ai envie de sauter sur Barry. Et alors que je me force à m'éloigner, de crainte de l'attaquer, mon caméraman filme un nouveau pic de l'appareil de mesure. Pile en même temps que mon geste hostile. Il y a eu un pic quand j'ai fait ça. C'est un chien? C'est trop... Vous avez entendu? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un chien à côté? Un quoi? Un chien, il y a un chien? Non, pas du tout. J'ai entendu un wouf. Vous avez déjà entendu ça? J'ai entendu wouf. Par là. Wouf. J'ai cru que c'était un chien. D'où ça venait? Quelque part par là. Ici. Wouf. Je me suis dit, tiens, un chien. J'ai entendu des chiens aboyer. J'ai dit, Latoya, t'as entendu? Hein? T'as entendu les chiens? Oui, j'ai entendu. Et elle s'est rendormie. J'étais là, réveille-toi, j'entends un chien et on n'a pas d'animal. Quelques instants après avoir entendu des aboiements, Barry Taff ne se sent pas bien. Je commence à distinguer un schéma récurrent dans la façon dont les gens réagissent lorsque la maison s'en prend à eux. Ça ne va pas? Ils semblent perdus dans leurs pensées et désorientés. Vous voulez sortir une minute? Ça va? Oui. Vous avez l'air... J'ai besoin de boire quelque chose. De l'eau. Ok. C'est juste que... J'ai la tête qui tourne. Vous fermez les yeux en vous balançant. J'ai l'impression que je vais m'évanouir. J'essaie de bouger. Attendez les gars, ça va aller? Une fois au rez-de-chaussée, je sors quelques instants pour m'éclaircir les idées. Je ne remarque pas que Barry Taff est à nouveau affecté. Plusieurs semaines après l'enquête, nous découvrons quelque chose de perturbant sur ces images. Alors qu'il marche vers le couloir du fond, totalement désorienté, l'anomalie noire apparaît sur cette image. Sur notre film à 24 images secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À une vitesse de défilement normale, l'anomalie ne se manifeste qu'une fraction de seconde. Lorsqu'il revient, Barry Taff pose la main pile à l'endroit où la masse noire a surgi du mur. Et aussitôt, il se sent à nouveau mal. C'est violent, là. Toujours ce sentiment de nausée. J'ai envie de vomir. Il y a un effet antipéristaltique très fort ici. J'apporte ces images à Ed Wyby, un ingénieur vidéo qui a travaillé pour la NASA pendant 32 ans. J'ai augmenté un peu la luminosité pour essayer de voir d'autres détails sur l'objet. Là, on constate différentes intensités. Il y a plusieurs niveaux d'intensité. Au départ, on pensait que c'était peut-être la main de quelqu'un, celle du caméraman par exemple. Mais il n'y aurait pas plusieurs niveaux d'intensité, ce serait la même partout. Je suis sûr à 100% que ce n'est pas la main du caméraman. Là, on a l'ombre du caméraman en gris. Gris très clair. Mais ensuite, quand l'anomalie apparaît, il y a une bande très sombre à cet endroit. On ne la voit pas se rétracter dans le mur. Elle a peut-être envahi le caméraman. Comment s'est-il comporté après le tournage? Eh bien justement, il a fait un malaise. Au bout de quelques instants, il a soudain été obligé de s'allonger. Peu après, il nous a semblé bizarre et désorienté.
Puis, il est descendu au sous-sol sans que personne ne le voie. Nous l'avons retrouvé allongé dans la chambre du fond, celle où vivait le frère de Micah avant d'être tué par balle. De retour à l'hôtel, ce même caméraman, Adam, vomit du sang dans ma salle de bain. Puis il sort de ma chambre et se met à crier mon nom d'une voix bizarre. On commence à filmer. Où il est passé? Filme. Attends. Il lui parle pour essayer de le calmer. Il a appelé la sécurité. Je vais retourner dans cette maison. Viens ici, espèce d'enfoiré! Adam semble vouloir défier la chose qui le tourmente. Je suis là, enfoiré! Viens, je t'attends! Alors? Qu'est-ce qui t'arrive? Je vais retourner dans la maison. Fais chier, merde! Fais chier! Adam. Il va pas m'avoir comme ça. Qu'est-ce qu'il y a dans l'ascenseur? Rien, un connard. S'il y a quelque chose ici, c'est un connard. T'es là, enfoiré? Hein? Qu'est-ce qu'il lui prend? Tu l'as déjà vu comme ça, Jay? Non, jamais. Et tu le connais depuis? Des années. Attention. Quand la porte s'est ouverte? J'avais jamais rien vu d'aussi terrifiant. C'est clair. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Ça va pas? C'est dingue. Reculez. Ils ont appelé la sécurité. Je sais. Vous approchez pas. Viens, Adam. La sécurité va arriver. Au même moment, 2 étages plus haut, Barry Taff se demande lui aussi ce qui lui arrive. À mon retour à l'hôtel, j'ai été pris d'un sentiment d'anxiété et de nervosité. Je me suis endormi et soudain, hors de la pièce, dans mon oreille gauche, j'ai entendu une sonnerie très forte. J'ai sauté hors du lit. C'était quoi ça? Là, je suis tombé, je me suis réveillé, j'étais par terre. Lorsque Barry se lève, il s'aperçoit qu'il a du sang dans les 2 oreilles. Pendant ce temps, dans la chambre où se trouve Adam, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu ressens? Tu ne crains rien ici. Tout à coup, j'ai eu l'impression de recevoir un coup de poignard dans le ventre. Je vomissais du sang. Je suis allé jusqu'à l'ascenseur. J'ai appuyé sur le bouton. Tu crois que c'est cette chose qui te fait vomir? Non, les gars. Vous pouvez arrêter de filmer, sérieusement. Je suis... Cette petite merde va pas me la faire à l'envers.
Mais tu sais comment fonctionne cette chose. Elle essaye de te mettre en colère. C'est comme ça depuis qu'on est arrivé ici. Elle nous envoie des signes. Tous ces petits trucs qui sont arrivés à chacun de nous. Mais pourquoi elle vient me faire chier? Mec, j'ai cru qu'il y avait un cadavre dans l'ascenseur. Quand la porte s'est ouverte... J'ai vu un visage. T'as vu quoi? J'ai vu un visage. Il était comment? Je crois que tu sais ce que j'ai vu. Je n'ai pas parlé à mon équipe ni à personne d'autre du cauchemar que j'ai fait une semaine avant d'acheter la maison. Celui où j'ai vu le visage d'un homme bouc exhaler une fumée noire qui rentrait dans ma bouche. Je devrais pas être aussi remonté. Il faut que je me calme. Désolé. Tu m'as fichu la trouille. Moi aussi, j'ai balisé. Sans mentir, quand les portes se sont ouvertes et que j'ai vu cet homme à tête de bouc, je me suis mis à glapir comme une fillette. Vous m'avez entendu appeler Zach. J'ai halluciné. Écoute, c'est pas moi qui le veux. Il veut Zach? Ouais, c'est toi qui veux. Ce truc m'a fait flipper, mais pas seulement parce que... La première chose que je me suis dite, c'est... Alors c'est vrai. Je vous le dis franchement. Avant ça, j'étais pas convaincu à 100%. Et il y a quelque chose qui me touche la main là. Ça fait quoi? C'est froid. Tu peux... Passe-moi l'appareil là. Lequel? Oh la vache! Il y a un champ autour de lui. Viens par ici. Je l'ai senti sur mon bras. Espèce de connard! Tu peux faire mieux que ça! Tu peux faire mieux que ça, je te dis! Je l'ai senti. Ça m'a filé la chair de poule. Tu peux faire mieux que ça! Désolé. Ses poils se sont dressés. Comme si... Espèce de sale connard. Il y avait beaucoup d'électricité statique. Je te retrouverai. Je te retrouverai. Quand Barita fait rentrer chez lui, ses organes ont commencé à flancher les uns après les autres. Les médecins ne savent pas comment expliquer cette dégradation brutale de son état de santé. Ils ont dit que mes organes étaient en train de lâcher et que c'était une défaillance multiviscérale. Ma prostate, grosse infection, mes reins, mon foie, j'avais une infection du sang, tout mon corps me lâchait. Mais de façon collective, pas par endroits. Ça faisait comme une cascade. Tac, 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 tac. Boum! J'avais des nausées et des vertiges. De retour à l'hôtel, je suis tombé et j'ai perdu connaissance. Je me suis mis à trembler violemment, c'est atypique. Êtes-vous retourné à la maison? Non, j'ai dit. Le type qui m'a engagé y est retourné et il a été malade. Il y avait un caméraman là-bas qui a été malade aussi. Je l'ai vu, il était encore plus malade que moi. Je tremblais, j'avais des vertiges, je vomissais et tout ça en même temps. C'est ça le plus étrange. J'aimerais savoir pourquoi mes organes ont tous lâché simultanément. Cet endroit semble avoir eu un effet particulièrement spectaculaire sur moi. Mais je ne l'ai compris que quand tout ça m'est tombé dessus d'un coup. Si mon hypothèse est juste, et que mon corps a cessé de fonctionner parce que j'ai passé quelques heures dans cette maison, ce sont des effets à long terme. Je ne suis resté que quelques heures. Si j'avais passé la nuit là-bas, vu mon état actuel, je serais sans doute déjà mort. Qui sait ce qui se passe là-bas? Au-delà des phénomènes paranormaux, il y a peut-être des éléments susceptibles de nous apporter des réponses que nous ne soupçonnons pas encore. Quand on sait ce qui t'est arrivé à toi, ce qui est arrivé au caméraman, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. On est peut-être sur le point de faire des découvertes incroyables avec cette affaire. Cette expérience a transformé ma vie. Je n'aurais jamais cru que ça m'arriverait. Une fois sa crise passée, Adam continue à se comporter de façon étrange. Le lendemain, il me demande d'aller dans la salle de bain de la maison, de briser le miroir et de me trancher la gorge avec un des éclats. Il n'est plus lui-même
Et après quelques jours... Viens ici, espèce d'enfoiré! Je me vois obligé de le renvoyer chez lui. Jay, l'autre caméraman, essaie d'aider Adam, mais ce dernier ne veut rien entendre. Voyant que les membres de mon équipe semblent affectés, je décide de précipiter les choses. Je vais passer une nuit seul dans la maison, après en avoir condamné toutes les ouvertures. Je laisserai ainsi à ceux qui la hantent l'occasion de s'attaquer à moi. Je sais que c'est une idée stupide, mais l'enquêteur en moi a besoin de faire cette expérience. Ça fait longtemps. Ça fait un bail, comment ça va? Ça va. Je veux me faire enfermer à l'intérieur. Quand ça? D'ici une quinzaine de minutes. Tout seul? Ouais. On a prévu un dernier panneau de bois pour la porte. Et ils vont le visser dessus une fois que je serai à l'intérieur. Si jamais les choses tournent mal, appelez-moi. Je préviendrai les pompiers pour qu'ils enfoncent la porte. Ça vous embête pas? Non. Ok. Ça me va. Bonne chance. J'ai un téléphone. Je peux échanger des textos avec mon équipe. Ça me fait bizarre de penser que je suis complètement enfermé à l'intérieur d'une maison. Surtout cette maison. J'ai vraiment peur d'éteindre la lumière. C'est mon phare dans la tempête, cette lumière. J'ai vraiment pas envie.
J'ai entendu... J'ai entendu une voix de femme. Dans la cuisine. Éloigne-toi de moi. Va-t'en. Casse-toi! Vache, mes yeux. Putain! Putain! Faites-moi sortir d'ici! Le lendemain, j'ai commencé à loucher et à voir double. J'ai développé un trouble grave de la vision appelé diplopie. Malgré de nombreux tests neurologiques effectués à Las Vegas et en Californie, les médecins n'ont pas réussi à trouver la cause de cette soudaine pathologie. Je dois maintenant porter des lunettes à prisme car il n'existe pas de traitement. Une chirurgie corrective des deux yeux comporte un risque de cécité totale. Suite à son entretien avec moi, Kevin Emmons s'est fait virer de chez lui. Sa famille affirme qu'une force obscure s'est transférée de lui à moi. Depuis sa crise, Adam ne veut plus me voir ni parler de la maison. Apparemment, il reste affecté par le temps qu'il y a passé. Il s'est même fait tatouer le nombre 666 sur les mains, à l'endroit où il a senti l'énergie obscure le toucher dans la chambre d'hôtel. Il y a quelque chose qui me touche la main, là. Barry Taff ne s'est pas encore totalement rétabli. Les médecins cherchent toujours la cause de cette mystérieuse défaillance multiviscérale. Je repense au mal que la maison a fait à presque tous ceux qui y sont entrés. Valérie Washington, qui a déménagé et se fait suivre par un psy. La deuxième assistante sociale, qui s'est brûlée à moto et s'est cassé la main, la cheville et des côtes peu après sa visite. Le cancer de l'expert en diagnostic immobilier, l'accident de vélo du père Mike Maginot, la chute du capitaine Austin, la tentative de suicide d'Erika, la crise d'Adam et ses conséquences sur sa vie. Même le capitaine Miller affirme que quelque chose l'a suivi jusqu'à chez lui un soir. Je ne sais pas si c'était ce démon, mais il a ramené quelque chose avec lui et je ne veux pas que ça revienne.
Et enfin, les dégâts irréversibles subis par mes yeux. Alors je décide qu'il est temps de faire disparaître la maison. C'était un portail vers l'enfer. Ils m'ont dit de ne pas entrer dans la maison. Si on démolit la baraque, qui sait ce qu'on va libérer? La plupart des débris ont fini enterrés dans une décharge. Je voulais être sûr que la maison ne ferait plus jamais de mal à personne. Mais en tant qu'enquêteur et collectionneur, je ne pouvais pas tout détruire. Alors j'ai gardé quelques souvenirs, dont l'escalier qui menait au sous-sol et une partie de la terre qui était dessous. Bien que la maison ne soit plus là, un policier m'a raconté qu'il y avait encore des gens qui venaient se livrer à des rituels sataniques sur le terrain. Comme je le disais au début, cette histoire est maudite.